Quand on dit que l'artiste imite le poète ou inversement, cela peut signifier deux choses, soit que l'un prétend réellement l'œuvre de l'autre pour objet de son imitation, soit que tous deux ont les mêmes objets à imiter et que l'un emprunte à l'autre sa manière et ses procédés. Quand Virgile décrit le bouclier d'Énée, il imite, dans la première acception du mot, l'artiste qui l'a fait. C'est l'œuvre d'art et non ce qu'elle représente qui constitue l'objet de son imitation, et bien qu'il décrive aussi ce qu'on y voit représenté, il ne le décrit que comme partie du bouclier et non comme objet en soi. Si au contraire Virgile avait imité le groupe du Laocoon, c'eût été une imitation du second genre, car il n'aurait pas imité ce groupe, mais ce qu'il représentait, et il n'aurait emprunté à la sculpture que les traits par lesquels elle imite son modèle. Dans le premier cas, le poète invente, dans l'autre il répète. Le premier procédé est une forme particulière de cette imitation qui est l'essence de son art, et le poète agit comme créateur que sa matière soit le produit d'un autre art ou celui de la nature. Dans le second, au contraire, il déroge à son rang. Au lieu d'imiter la chose elle-même, il en imite l'imitation et nous donne à la place des traits spontanés de son propre génie les froides réminiscences du génie d'autrui. Comme il se trouve souvent que le poète et l'artiste considèrent sous le même angle les sujets qui leur sont communs, il ne peut manquer d'arriver que leurs œuvres concordent en de nombreux points, sans qu'il y ait eu entre eux la moindre imitation ou rivalité. Ces concordances entre artistes et poètes contemporains qui traitent des choses du passé peuvent donner lieu à des regroupements instructifs. Mais exploiter ces recoupements fortuits pour y trouver un dessein prémédité et surtout prétendre à propos de chaque détail que le poète a fait allusion à telle statue ou à tel tableau, c'est lui rendre un service très douteux. Et non seulement à lui, mais encore au lecteur, puisqu'avec cette méthode, de beaux passages peuvent être rendus, si Dieu le veut, très clairs, mais surtout suprêmement ennuyeux. C'est là le but et le défaut d'un célèbre ouvrage anglais. Spence a montré dans son Polymétis une grande érudition classique et une connaissance très solide des œuvres de l'art antique parvenues jusqu'à nous. Son but était d'expliquer les poètes romains à l'aide des œuvres d'art et inversement, de trouver dans ces poètes des éclaircissements sur des œuvres d'art antiques restées obscures. Il y a souvent réussi avec beaucoup de bonheur, mais je prétends néanmoins que son livre doit être insupportable à tout lecteur de goût. Quand Valerius Flaccus décrit la foudre, elle est des boucliers romains. Ce n'est pas toi le premier soldat romain qui porta sur ton bouclier les rayons de l'éclair et ses ailes rutilantes. Il est naturel que cette description me devienne beaucoup plus intelligible si je vois sur un vieux monument la représentation d'un tel bouclier. Il se peut que les armuriers aient représenté sur les casques et les boucliers Mars planant au-dessus de Rhéa, dans l'attitude où Addison a cru le voir sur une médaille, et il est possible que Juvénal ait pensé à de telles armes lorsqu'il a fait allusion à cette attitude de Mars en une formule restée énigmatique jusqu'à Addison. Il me semble même que ce passage d'Ovide, où Céphale, épuisé, appelle la brise rafraîchissante. Viens, ô rat, te réjouir avec moi, entre très douce dans mon cœur, Ovide. Et où Saprochris prend ce nom d'aura pour celui d'une rivale, il me semble, dis-je, que ce passage devient plus naturel quand je vois, d'après les œuvres d'art des anciens, qu'il personnifiait en effet la brise et qu'il honorait sous le nom d'Orae une sorte de sylphe féminin. Je conviens que lorsque Juvénal compare un vaurien de bonne famille à un Hermès, on trouve difficilement le sens de cette comparaison si l'on n'a pas vu un Hermès, si l'on ne sait pas que c'est une simple colonne portant la tête et tout au plus le torse du dieu et que sans pieds ni mains, il éveille en nous l'idée d'oisiveté. Des commentaires de ce genre ne sont pas méprisables, même s'ils ne sont ni toujours nécessaires ni toujours suffisants. Tantôt le poète regardait l'œuvre d'art comme un objet en soi et non comme une imitation de la nature. Tantôt artistes et poètes partaient de notions communes et leurs œuvres présentaient alors des analogies qui nous permettent à notre tour de conclure au caractère universel de ces notions. Mais quand Tibu, le père Apollon, tel qu'il lui est apparu en songe, le plus beau des adolescents ayant le front ceint du chaste laurier, des parfums de Syrie émanant de sa chevelure d'or qui flottent autour de son long cou, le blanc éclatant et le rouge pourpre se mêlant,
se mêle sur tout son corps, comme sur les tendres joues de la fiancée que l'on conduit à son bien-aimé. Pourquoi ces traits seraient-ils empruntés à d'anciens tableaux célèbres? Que la Nova Nupta, le tableau mentionné par Lessing, est cité par Pline et décrit en détail par Lucien. Il représentait les noces d'Alexandre le Grand avec la princesse bactrienne Roxane, peinte par Échion, la fiancée célèbre par l'expression de la pudeur, et était à Rome, qu'elle y ait été copiée 1000 et 1000 fois. La pudeur des fiancés avait-elle pour cela disparu du monde? Depuis que le peintre l'avait vue, un poète ne pouvait-il plus la voir autre part que dans l'œuvre du peintre? Quand un autre poète dit que Vulcain était las et qu'il qualifie de rouge et brûlant son visage échauffé par la fournaise, a-t-il eu besoin de l'œuvre d'un peintre pour savoir que le travail fatigue et que la chaleur rend rouge? Quand Lucrèce décrit le cycle des saisons et qu'il les passe en revue dans leur ordre naturel avec toute la suite de leurs effets atmosphériques et terrestres, Lucrèce était-il éphémère? N'avait-il pas vécu un an entier et constaté tous ces changements pour qu'il faille admettre qu'il ait dépeint les saisons d'après une procession où l'on promenait leurs statues? Avait-il eu besoin de ces statues pour connaître le vieil artifice poétique qui consiste à personnifier ce genre d'abstraction? Le Pontem Indignatus d'Araxès de Virgile, cette excellente image poétique d'un fleuve qui déborde et détruit le pont qui le traverse, ne perd-elle pas toute sa beauté, si ce n'est qu'une allusion du poète à une œuvre d'art où le dieu du fleuve est en effet représenté brisant un pont? Qu'avons-nous besoin de pareils commentaires qui, au passage les plus clairs, écartent l'idée du poète pour faire entrevoir celle d'un artiste? Je regrette ce préjugé qui veut que les poètes anciens n'aient pas obéi à leur propre imagination, mais suivi une inspiration étrangère. Il a fait du polymétis au lieu du livre utile qu'il eût pu faire un ouvrage tout aussi suspect et bien plus préjudiciable aux auteurs classiques que les fades interprétations des plus insipides pédants. Je regrette plus encore que Spence ait été précédé dans cette voie paradisonne, qui, poussé par le louable désir de faire de la connaissance des œuvres d'art un moyen d'interprétation des auteurs, a si mal su distinguer dans quel cas l'imitation de l'artiste est à l'honneur du poète et dans quel cas elle le diminue. Spence se fait la plus singulière idée de la ressemblance entre la poésie et la peinture. Il croit que chez les anciens, ces deux arts ont été si étroitement liés qu'ils ont toujours marché le matin main dans la main, qu'ils ont toujours marché la main dans la main, et que le poète n'a jamais perdu le peintre de vue et inversement. Que la poésie dispose d'un registre plus étendu et de beauté dont la peinture n'est plus capable, qu'elle puisse souvent avoir des raisons pour préférer à des beautés picturales d'autres qui ne le sont pas, c'est à quoi il paraît n'avoir nullement réfléchi. C'est pourquoi la moindre différence qu'il remarque entre les poètes et les artistes anciens le jette dans un embarras qui l'oblige à recourir aux expédients les plus étranges. La plupart du temps, les poètes anciens attribuent des cornes à Bacchus. Il est donc bien curieux, dit Spence, que l'on en voit si rarement à ces statues. Ils trouvent tantôt une raison, tantôt une autre. C'est l'ignorance des archéologues. C'est la petitesse même des cornes qui peuvent être cachées par les grappes et le lierre qui ornent toujours la tête du dieu. Ils tournent autour de la véritable raison sans la soupçonner. Les cornes de Bacchus n'étaient pas naturelles comme celles des faunes et des satyres. C'était une parure qu'ils pouvaient mettre et enlever. Quand tu parais sans cornes, tu as le visage d'une jeune fille, Polymétis. Dit Ovide dans l'invocation solennelle à Bacchus. Il pouvait donc se montrer sans cornes et le faisait quand il voulait apparaître dans sa beauté virginale. C'est sous cet aspect que voulaient le représenter les artistes. Il devait donc éviter tout ornement malvenu. Or, les cornes fixées au diadème, telles qu'on peut les voir sur une tête du cabinet royal de Berlin, en étaient un. Ça n'était aussi que le diadème qui cachait la beauté du front et qui, pour cette raison, est aussi rare que les cornes sur les statues de Bacchus, bien que les poètes l'eussent non moins souvent prêté à ce dieu qui en était l'inventeur. Les cornes et le diadème permettaient aux poètes de subtiles allusions aux actes et au caractère du dieu. Ils eussent au contraire empêché l'artiste d'exprimer de plus grande beauté. Et si Bacchus, comme je le crois, avait reçu le surnom de Biformis, dit Morphos, précisément parce qu'il pouvait se montrer à volonté beau ou effrayant,
Il était bien naturel que les artistes choisissent de préférence entre ces deux aspects celui qui répondait le mieux au but de leur art. Souvent chez les poètes latins, Minerve et Junon lancent la foudre. Mais pourquoi n'en est-il pas de même dans leur statut? Demande Spence. C'était, répondit-il, un privilège des deux déesses. La raison n'en était peut-être dévoilée qu'aux initiés des mystères de Samothrace. Or, chez les anciens Romains, les artistes étaient considérés comme gens de basse condition et par conséquent rarement admis à ces mystères. Ils les ignoraient donc sans doute et ne pouvaient représenter ce qu'ils ne connaissaient pas. Je voudrais alors demander, ces gens de basse condition travaillaient-ils à leur idée ou d'après les ordres de notables qui pouvaient eux connaître ces mystères? Chez les Grecs, les artistes se trouvaient-ils dans le même état d'infériorité? Les artistes romains n'étaient-ils pas pour la plupart grecs de naissance? Et ainsi de suite. Stace et Valerius Flaccus représentent Vénus irritée et en font un portrait si effrayant qu'on la prendrait ainsi plutôt pour une furie que pour la déesse de l'amour. C'est en vain que Spence cherche une telle Vénus parmi les œuvres d'art antique. Quand conclut-il? Que le poète est plus libre que le sculpteur et le peintre. C'est ce qu'il aurait dû conclure, mais il a une fois pour toutes admis le principe que dans une description poétique, rien n'est bon de ce qui serait déplacé dans un tableau ou dans une statue. Ce sont donc les poètes qui ont eu tort. Stace et Valerius sont d'une époque où la poésie romaine était déjà décadente. Aussi révèlent-ils leur goût corrompu, leur mauvais jugement. Chez les poètes d'une meilleure époque, on ne trouvera pas de semblables fautes contre l'expression plastique. On ne fait vraiment pas preuve d'un grand discernement quand on parle ainsi. Je ne veux pas prendre ici la défense de Stace ni de Valerius Flaccus, mais seulement faire une remarque d'ordre général. Les dieux et les esprits que représente l'artiste ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui figurent chez le poète. Pour l'artiste, ce sont des abstractions personnifiées qui doivent constamment garder les mêmes attributs distinctifs si l'on veut qu'elles soient reconnaissables. Pour le poète, au contraire, ce sont des êtres réels et actifs qui ont, outre leur caractère général, d'autres qualités et sentiments capables de se manifester selon les circonstances. Pour le sculpteur, Vénus n'est que l'amour. Il doit donc lui donner la beauté modeste et pudique, tous les tendres attraits qui nous charment dans les objets aimés, et que pour cette raison, nous confondons dans l'idée abstraite de l'amour. Pour peu qu'il s'écarte de cet idéal, nous méconnaissons son image. La beauté, mais avec plus de majesté que de pudeur, n'est déjà plus une Vénus, mais une Junon. Des attraits plus fiers et virils que tendres font d'une Vénus une Minerve, à plus forte raison une Vénus furieuse, une Vénus animée par la colère et la vengeance, et pour le sculpteur un véritable contresens, car l'amour en tant qu'amour est incapable de fureur et ne se venge jamais. Chez le poète, au contraire, Vénus, tout en étant l'amour, est aussi la déesse de l'amour, et possède comme telle, outre son caractère fondamental, une individualité propre. Elle doit donc être aussi capable d'aversion que d'affection. Quoi d'étonnant alors si le poète la représente enflammée de colère et de fureur, surtout quand c'est l'amour outragé qui l'y pousse. Il est cependant que dans un groupe de figures, l'artiste peut aussi, bien que le poète représente Vénus ou toute autre divinité comme un personnage agissant dans une situation définie sans tenir compte de son caractère propre. Mais dans ce cas, si les actes de cette divinité ne découlent pas immédiatement de son caractère, du moins ne doivent-ils pas le contredire? Vénus donne à son fils ses armes divines. Cet acte, l'artiste peut aussi bien le représenter que le poète. Rien ici ne l'empêche de donner à Vénus toute la grâce et toute la beauté qui lui conviennent en tant que déesse de l'amour. Bien mieux, il la rend par là d'autant plus reconnaissable dans son œuvre. Mais lorsque Vénus veut se venger de ses contempteurs, les hommes de Lemnos, elle prend une forme farouche et gigantesque. Ses joues sont enfiévrées, ses cheveux en désordre. Elle saisit une torche de poids, s'enveloppe d'un vêtement noir et accourt furieuse sur un nuage sombre. Ce moment ne se prête pas à la représentation artistique, car rien n'y peut rendre la déesse reconnaissable. Il ne convient qu'au poète, parce que le privilège de celui-ci est d'en pouvoir rapprocher ou relier un autre moment où Vénus soit elle-même, de sorte que nous ne cessons pas d'y voir Vénus, même sous ses traits de furie. C'est ce que fait Flaccus. Elle ne se soucie plus de paraître bienfaisante.
Sa chevelure n'est plus nouée d'une boucle d'or, les plis de sa robe d'azur ne flottent plus autour d'elle, farouche et colossale, le visage couvert de taches, agitant une torche crépitante et vêtue d'une robe noire, on la prendrait pour une furie de l'enfer. Stace fait exactement de même. On rapporte qu'abandonnant l'antique Paphos et ses nombreux hôtels, n'ayant ni les mêmes traits, ni la même chevelure, Vénus se dépouilla de sa ceinture conjugale et chassa loin d'elle les oiseaux d'Idalie. Certains disaient qu'à minuit on avait vu la déesse, portant d'autres feux et des armes plus terribles, parcourir dans son vol les chambres nuptiales, accompagnée de furies, et qu'elle avait infesté de serpents horribles les demeures les plus secrètes et répandu sur les seuils la crainte et l'épouvante. Autrement dit, seul le poète dispose du moyen de peindre avec des traits négatifs et de fondre deux images en une seule en alliant les traits négatifs et positifs. Ce n'est plus la gracieuse Vénus, sa chevelure n'est plus retenue par des agrafes d'or, autour d'elle ne flottent plus ses vêtements d'azur, elle n'a plus sa ceinture, elle est armée d'autres flammes, de flèches plus terribles, elle est accompagnée de furies, elle leur ressemble. Si l'artiste ne dispose pas d'un tel procédé, faut-il pour cela que le poète s'en abstienne? Si la peinture veut être la sœur de la poésie, qu'elle n'en soit pas du moins la sœur jalouse, et que la cadette n'interdise pas à son aînée les parures qu'elle-même ne pouvait porter, qu'elle-même ne pourrait porter.